Ouais. Fais signe. Attention, j'appuie sur le bouton. 3, 2, 1. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour une heure de webinaire consacré au marché immobilier en Auvergne-Rhône-Alpes. On a eu un tout petit problème technique, question de son, et donc vous nous demanderez de nous excuser si on a quelques petites interventions pendant le webinaire. Ça devrait bien se passer malgré tout. Donc je suis Yann Gérard, je suis directeur régional pour Adéquation Auvergne-Rhône-Alpes et Nord-Est. Donc je vais animer ce webinaire ce matin en compagnie de Fabrice Chauvin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci d'être présent pour ce webinaire. Je suis donc Fabrice Chauvin, je suis consultant, référent sur la partie est de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour faire simple, qui s'étend du sillon alpin, Valence, Grenoble et qui remonte au nord sur toute la partie du Franco-Genevois. Merci Fabrice. Ce séminaire, ce webinaire, pardon, on l'a appelé après le Covid, les marchés secondaires à l'honneur. Alors évidemment, ça fait référence à un sujet qui est à la mode, qui renvoie à cette fameuse revanche des villes moyennes dont on nous parle beaucoup. Il y a beaucoup de publications, d'articles que vous avez pu suivre sur le sujet. Alors nous, ce qu'on souhaitait avant tout mettre en avant, c'est un phénomène qui a commencé aussi avant la crise, avant le Covid, qui a probablement été renforcé par cette crise, qui est une forme d'expansion géographique des marchés de la promotion immobilière. Et ça va constituer une sorte de fil rouge à notre présentation. Je vous précise, avant de débuter, avant d'entrer dans le dur, que vous recevrez un replay et le support par mail à la suite de ce webinaire. Puisque j'en suis sur l'organisation, on a ménagé des temps d'échange après chaque partie. Oui, on peut peut-être juste signifier qu'il y a deux onglets, il y a un onglet chat et un onglet questions dans le webinaire. Peut-être se consacrer sur l'onglet chat sur tous les problèmes que vous pourriez avoir d'ordre technique, des questions de son, d'image ou autre. Et l'onglet questions, essayer de poser des questions qui ont plutôt attrait à ce qu'on va dire pendant le webinaire, le contenu. Voilà, essayez de poser des questions plutôt dans cette partie-là. Merci. Merci Fabrice. Donc j'enchaîne sur le sommaire de ce webinaire. On commencera par les grands enseignements de l'année 2021. Alors c'est à la suite de cette première partie qu'il y aura un premier temps d'échange. Ensuite, un zoom sur les principaux marchés en aura, un petit zoom notamment sur le sillon alpin et le franco-genevois, temps d'échange, et puis on terminera sur les perspectives pour 2022. Et donc on y va. Alors, premier grand enseignement ici, je dirais d'abord, l'année n'a pas été aussi mauvaise que ce qu'on aurait pu imaginer en termes de vente. Je parle bien des ventes, notamment les ventes au détail. Et c'est ce que vous allez trouver à gauche sur le premier graphique où vous avez des courbes vertes, bleues et oranges. Le vert étant en 2019, orange 2020 et le bleu 2021. Et finalement, ce qu'on a, c'est les ventes au détail cumulées de mois en mois. Et ce qu'on voit, c'est qu'on termine l'année 2021 entre 2019 et 2020. Et on termine à un peu plus de 100 000 ventes au détail. Ce qui n'est pas dans les records historiques, mais ce qui n'est pas une si mauvaise année en termes de vente au détail, je précise bien. Au passage, il faut savoir que les prix moyens, ils ont augmenté de 2% l'an dernier. Ils sont aujourd'hui au niveau national à 4 400, un peu plus de 4 400 € mètre carré TTC hors parking. Voilà pour ce premier graphique à gauche. Et ensuite, le tableau avec les différentes lignes, ce qu'on peut en retenir globalement, vous le voyez bien, c'est que tout est orienté à l'augmentation, tout est orienté à la hausse. On a deux chiffres systématiquement de pourcentage, sauf un élément important, évidemment, c'est l'offre disponible à la fin de l'année. Vous voyez que l'offre disponible, c'est 87 000 lots à fin 2021, soit moins 4%. Donc, ça peut générer des inquiétudes, évidemment, pour la suite. Si je reviens sur la première ligne, on voit que les mises en vente, elles ont augmenté fortement, mais qu'elles ne sont pas au niveau de la vente au détail, 102 000 versus 106 000. On vous a ajouté ici les ventes en bloc, autour de 80 000, ce qui nous donne un total à 188 000. Et puis, peut-être la dernière ligne, c'est la part des investisseurs qui se situe
là à 46% en 2021. Ça n'a pas bougé hein, par rapport à 2020, mais on sait que 2020 avait été une année où on avait perdu une part des investisseurs. Ils avaient été beaucoup en retrait pendant cette crise. Voilà, donc une année nuancée, je dirais, une reprise nuancée, hein, c'est comme ça qu'on l'a titré. Si on regarde les choses un peu différemment, hein, cette fois-ci, et qu'on rentre dans la structure du marché, on a ici en cumulé des graphiques sur de 2017 à 2021, le nombre de ventes totales en promotion. Ce qu'on constate ici, c'est que finalement, on a un total, je l'évoquais tout à l'heure, à 188 000 ventes annuelles, qui se rapproche de ce qu'on a eu entre 2017 et 2019. Donc ça, c'est quand même un enseignement important. La grosse différence, c'est le changement de structure du marché. On voit alors, premièrement, si je regarde les ventes au détail, hein, donc c'est ce que vous avez en vert sur le graphique, le vert foncé étant les occupants et le vert clair étant les ventes à investisseurs, on voit qu'on a quand même une reprise de la vente au détail, meilleure que ce qu'on avait pu escompter hein, à la fin 2020. On pensait qu'on serait en dessous de ces chiffres-là, il faut bien le dire. Mais malgré tout, ces ventes au détail, hein, c'est les éléments qu'on vous a mis à droite en chiffres clés, on voit qu'aujourd'hui, elles ne représentent plus que 57%, c'est-à-dire moins de 60% du total du marché, alors qu'elle faisait les 2/3 autrefois. Et donc, c'est cette partie vente en bloc qui a pris de l'ampleur, hein, avec notamment en gris les ventes en bloc libres plus Slack. Hein, on a certainement des choses qui viennent du plan 40 000 et qui sont arrivées en 2021, mais aussi une prise d'ampleur de ce marché-là. Le LLI qui semble bien installé à 8% de part de marché, hein, donc logement locatif intermédiaire. Le bloc en LLS qui a perdu un point. Mais il faut savoir, ce qui est important aussi, il faut se rappeler plutôt que la vente la production de logement social, c'est plus de 50% de la VFA issue de la promotion. Donc ça veut dire qu'on est bien en dessous, hein, si on considère que c'est 50%, on est environ à 40 000 HLM, produits, logements locatifs sociaux, en VFA. Ça veut dire qu'on est au mieux à 80-90 000 comme en 2021. Donc c'est bien en dessous des objectifs actuels politiques. Et dernier élément quand même flagrant, c'est l'ampleur prise par les résidences-services, les résidences gérées, qui représentent cette année 9% du marché. Donc c'est pareil, c'est un phénomène qu'on avait vu prendre de l'ampleur dans les années précédentes et qui là s'accroît fortement hein, et donc finit par représenter 9%. Peut-être juste quelques précisions sur résidence-service. Ce qu'on entend par résidence-service, c'est tout ce qui est résidence étudiante, résidence senior, les résidences de tourisme aussi, le co-living, etc. Puis peut-être juste une précision par rapport à ce que tu as dit aussi Yann sur les ventes au détail. Recontextualisé par rapport à 2017-2019, on était à peu près à entre 125 et 130 000 ventes au détail sur cette période-là, et sur 2021, donc 106 000 ventes, donc ça veut dire qu'on a perdu en fait 25 000 ventes sur les ventes au détail en 2021. Merci Fabrice, effectivement c'est important de nuancer, de préciser tout ça. Mais voilà, hein, j'en ai terminé finalement sur cette diapositive. J'insiste encore une fois sur ce changement de structure qui est quand même important, qui permet de retrouver des volumes finalement même assez, si c'est pas assez comparable de la même façon. Une fois qu'on a dit ça, il nous semblait intéressant, évidemment, de façon, c'est aussi assez traditionnelle, de revenir sur les principaux marchés métropolitains pour le coup. Et là, ce qui est pour nous assez marquant, c'est qu'on a des situations assez contrastées hein, d'un territoire métropolitain à l'autre. Si j'essayais de les classer, alors peut-être d'abord sur la légende, vous avez, si je prends Île-de-France par exemple, hein, parce que c'est au milieu, c'est ce qu'on repère peut-être le plus, enfin au milieu, un peu au nord, c'est le tropisme parisien peut-être qui m'atteint, mais vous avez par exemple 5706 € mètre carré correspond évidemment au prix moyen constaté comme en 2021, et puis vous avez juste à côté l'augmentation du prix, plus 1% sur la période. Et puis juste en dessous, c'est le volume de vente, hein, et là vous voyez qu'il y a une perte de 8%. Et donc si j'en reviens à une forme de catégorisation, comment je crois que tu voulais rajouter quelque chose, mais je me suis trompé. Donc je continue. Si je reviens à ma catégorisation, on a finalement, je dirais, un ensemble de métropoles qui voient une augmentation en volume et en prix, hein, de l'ordre de un peu plus de 2 à 3%. Hein, c'est Lyon, Montpellier,
tout le territoire varois autour de Toulon et périphérie. C'est aussi Toulouse, Rennes et Lille. On a par ailleurs, c'est une deuxième catégorie qui peut se recouper avec la première d'ailleurs, hein, de territoires sur lesquels on a des prix qui augmentent de plus de 5%. Nantes, Rennes, Lille, Montpellier. Hein. Et puis, phénomène assez marquant, une troisième catégorie, je dirais, avec des métropoles qui, cette fois-ci, ont des volumes qui sont en baisse, parfois fortement. Hein. C'est Nantes avec moins 8%, c'est la métropole Aix-Marseille-Provence, hein, moins 15%, pardon, et on l'a vu, l'Île-de-France à moins 8%. Là-dedans, peut-être pour terminer sur cette diapo, on voit que Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon, je le disais, est un peu médian d'une certaine façon. On a quand même une augmentation encore des prix de 4%. Hein, c'est pas négligeable. On s'y est un peu habitué, mais tu pourras y revenir après, hein, je pense. Et le franco-genevois, quand même, ce qui pour moi est frappant, c'est ce plus 47% de ventes en une année. Après, on était sur des niveaux très bas aussi en 2020, hein, notamment sur le franco-genevois, mais on y reviendra après. Et pour conclure peut-être pour terminer sur une dernière slide sur cette première partie, on voulait revenir au niveau national sur les marchés secondaires. Alors on préfère parler de marchés secondaires que de villes moyennes, hein, ça, c'est un peu plus générique et puis comme ça nous permet vraiment de parler de promotion. Vous avez deux graphiques ici. Le premier à gauche, il est en part de marché. Hein, donc c'est une donnée relative, c'est des pourcentages, et à droite, c'est les volumes. Et donc on a séparé l'Île-de-France qui est en bleu. En vert, on a nos métropoles qui sont les métropoles précédentes de la carte qu'on vient de montrer. Et en rouge, c'est hors de ces 13 métropoles. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que si je reprends mes parts de marché, on voit effectivement le hors 13 métropoles, hein, donc en dehors des métropoles, des territoires qui prennent des parts de marché de façon assez importante. Hein. On avait autour de 36% et ça termine autour de 47% en 2021. C'est aussi, ce qui est marquant, c'est l'effondrement de l'Île-de-France, hein, de presque 30% à moins de 20%. Et si je passe, il faut toujours regarder évidemment les parts en pourcentage, mais aussi les volumes, c'est important parce qu'on peut avoir des effets et des effets contradictoires. En réalité, si on regarde les volumes, on voit qu'on confirme que l'Île-de-France est passée d'un peu plus de 35 000 ventes à autour de 20 000. Mes 13 métropoles, elles étaient à 45 000, elles ont fortement chuté en 2020, mais on voit qu'elles ont quand même repris en 2021. Donc on relativise quand même un peu des éléments de prise de pouvoir d'une certaine façon des marchés secondaires, même si il est vrai qu'en 2019, c'était pas loin de 50 000 ventes, et on les retrouve en 2021. Donc on est moins, je dirais, sur des territoires secondaires qui deviennent primordiaux d'une certaine façon que sur un retour à une situation qui est celle de 2019. Alors on verra ce qui va se passer dans les mois et dans les années qui viennent, évidemment. Ce que tu veux dire, c'est que c'est déjà des marchés structurés, en tout cas ce qui se passait en dehors des 13 métropoles qu'on a vues tout à l'heure, qu'on a retrouvé finalement en 2021. Voilà, c'est ça, même si, alors évidemment, la critique qu'on pourrait adresser, c'est qu'il faudrait aller voir dans cette barre rouge, si je peux le dire comme ça, on a quand même une multitude de territoires. Oui, mais ça donne une indication déjà sur le poids effectivement d'un certain nombre de métropoles qui a pu baisser, même si ça reste quelque chose d'important en cumulé. En conclusion, ou plutôt en récapitulatif, je devrais dire, de cette première partie, la reprise nuancée, on l'a dit, 188 000 ventes, donc c'est bien, mais on ne retrouve pas, tu l'as ressouligné, les ventes au détail. Le marché qui poursuit son évolution structurelle, on l'a vu, la part du bloc qui augmente, moins de 60% de ventes au détail, des profils métropolitains contrastés, et puis mes marchés secondaires qui repartent plus vite que les métropoles, et avec une part de marché qui s'accroît. Très bien. On arrive à la fin de la première partie. On avait prévu un temps d'échange à ce moment-là. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont arrivées pour le moment. J'ai pas l'impression qu'il y ait spécifiquement de questions à ce stade. On peut se donner peut-être quelques minutes, quelques secondes. Ça fait peut-être beaucoup d'informations.
C'est assez dense. Ouais. Je crois qu'il y a quelque chose qui arrive. Si on a une question de Valentine Lebrun. Bonjour, où en est la construction neuve au-delà de la promotion immobilière? Oui, je la prends celle-là. Voilà, tu peux y aller. Alors là, oui, je pense que ça fait référence au permis de construire, effectivement. Et ça permet, c'est vrai qu'on a traditionnellement, on regarde aussi les permis pour anticiper, évidemment, on le disait, hein, on a une offre disponible qui a quand même baissé au niveau national cette année. Donc, ça pose des questions pour la suite. Alors j'ai envie de faire la réponse, elle est un peu comme celle qu'on a dit sur la reprise, enfin comme notre constat d'une reprise nuancée d'une certaine façon, c'est-à-dire on a une reprise des permis. Hein, là j'avais noté quelques chiffres, on est à 471 000 logements autorisés au niveau national en 2021. Donc assez rapproché de l'objectif des gouvernements successifs qui est de l'ordre de 500 000 logements, hein, même si on ne sait plus trop exactement pourquoi on les veut. Ces 500 000 logements, en tout cas comment a été construit le chiffre, ça fait 80 000 de plus hein, que l'an dernier. Et surtout, c'est légèrement supérieur à ce qu'on avait en 2019, hein, de l'ordre de 1 à 3%. Et les mises en vente aussi, les mises en chantier, pardon, ont progressé aussi. Hein, on en a 390 000, ça c'est les chiffres ministères. Hein. Je m'appuie là-dessus, hein, je ne les invente pas. 390 000 environ mises en chantier en 2021. Ce que j'aime bien souligner aussi, c'est que, comme souvent dans ces périodes de crise, c'est la maison individuelle qui est davantage résiliente que le collectif. Alors ça pose un certain nombre de questions face à des objectifs ZAN aujourd'hui, hein, clairement, qui ont tendance parfois un peu vite à cibler la maison individuelle. Mais si de la même façon j'ai cherché les chiffres, on a une reprise de plus 27,5% sur la maison autorisée sur la maison individuelle en autorisé, et c'est plus 18,5% en mise en chantier. Le collectif c'est c'est 17,5% et 9%. Donc ça fait beaucoup de chiffres. Ce qu'il faut retenir, c'est que la maison individuelle repart plus vite. Ouais. Et c'est le cas aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, hein, je m'empresse de le dire. Et si je veux donner deux chiffres, comment sans vouloir faire de l'opacité par l'abondance, comme disait l'autre, on a en Auvergne-Rhône-Alpes environ 54 000 mises en chantier en 2021 et 65 000 autorisées. Voilà, donc c'est plutôt positif d'une certaine façon dans ce qui nous attend, quoi. Très bien, merci Yann. On a d'autres questions qui sont arrivées, mais on va peut-être pas pouvoir traiter toutes les questions pendant le webinaire. Donc ce que je vous propose, c'est que les questions auxquelles on ne pourrait pas répondre, on revienne ensuite vers vous ou qu'il y ait un temps d'échange peut-être après le webinaire. Merci Fabrice. Du coup, on peut enchaîner. Oui, il ne faudra pas hésiter à nous ressolliciter. Oui. Enfin, je réinsiste dessus. On a un temps un peu limité. Et puis, sinon, à la fin du webinaire, on essaiera de si on a un petit peu de temps, de reprendre ces questions. Oui, de reprendre des questions. Ouais. Enchaînons sur la deuxième partie. Donc la deuxième partie, qui est un zoom sur les principaux marchés donc, en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, quand on dit juste une petite précision, principaux marchés, en fait, c'est par rapport aux chiffres qu'on utilise, notamment, voilà, c'est les chiffres issus de nos observatoires, les notes de conjoncture qu'on publie tous les trimestres, qui représentent à peu près 85-90% de représentativité de tout ce qui se passe à l'échelle de la région. Donc, un premier indicateur qu'on a voulu mettre en place, mettre en avant, c'est les mises en vente. Les mises en vente, on est sur une progression de plus 8% en 2021 par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. On reste encore loin de ce qui a pu être observé notamment en 2019, puisqu'on atteignait presque les 17 000 logements mis en vente à l'échelle de la région. On est un peu moins de 14 000 en 2021. Au niveau des ventes au détail, de la même manière, on progresse cette année. Une progression à deux chiffres, c'est plus 26% par rapport à l'année dernière. Donc mécaniquement, des mises en vente qui augmentent de manière, on va dire, modérée, et des ventes qui augmentent plus rapidement. Donc mécaniquement, on est sur une offre, un stock disponible qui diminue en 2021. On est sur une baisse de 11 points par rapport à ce qui a été observé l'année dernière. On est un peu moins de 13 000 logements disponibles sur 2021 à l'échelle de la région. On voit du coup que effectivement, la croissance des mises en vente est beaucoup moins dynamique qu'à l'échelle nationale. Oui. Et du coup, l'offre, elle diminue. L'offre diminue beaucoup plus vite aussi, ce qui est un facteur effectivement de questionnement.
Et si on remet en perspective le volume d'offres par rapport aux ventes, au volume de ventes qu'on a observé, on est sur un stock théorique inférieur à 11 mois. Donc c'est signe quand même d'effet de tension sur les principaux marchés en Auvergne-Rhône-Alpes. Les investisseurs, finalement, on est assez stable. Enfin, on progresse légèrement. Ça aussi, globalement, entre 40 et 42% des ventes depuis quelques années. C'est plus 1 point en 2021 par rapport à 2020. 41% des ventes cette année. On enchaîne. On enchaîne. Donc une cartographie sur les... alors on a décomposé en fait la région Auvergne-Rhône-Alpes en deux grandes parties, une partie ouest et une partie est. Donc vous avez ici la partie ouest, sachant qu'on peut effectivement s'interroger sur ce qu'on met à l'ouest de la région et ce qu'on met à l'est. Après c'est aussi pour des questions de lisibilité des cartographies, vu le nombre qui est déjà assez dense. Qui est déjà assez dense. Donc voilà les agglomérations qu'on a voulu mettre en avant. Donc le premier marché, c'est bien sûr la métropole de Lyon. Métropole de Lyon, Yann en a parlé un peu tout à l'heure, on est à plus 12% en termes de ventes cette année. C'est à peu près 3300 logements vendus au détail cette année. On est loin de encore une fois, de ce qui a pu être fait les années précédentes, puisque juste un chiffre, en 2016-2017, on dépassait quand même les 6000 logements vendus sur la métropole de Lyon. Ce qui est important aussi, c'est au niveau de la structure du marché de la métropole, où on voit que sur ces 3300 ventes, on est à peu près équilibré entre ce qui se passe sur le secteur central de Lyon-Villeurbanne, ce qui se passe à l'ouest et ce qui se passe à l'est. C'est à peu près 1100 logements sur chacun de ces territoires, sachant que la perte la plus prononcée, c'est sur le secteur central, qui perd des ventes. On est à moins 4% par rapport à l'année dernière. Et on est sur une structure de marché donc, qui se rééquilibre entre Lyon-Villeurbanne, l'Est et l'Ouest. Juste une remarque, puisque tu... Vas-y, je t'en prie. Tu mets une petite pause là sur la métropole de Lyon. Mais il y a un élément sur lequel je voulais insister, c'est le ralentissement du cadencement des ventes dans la métropole de Lyon. C'est-à-dire que pour la première fois depuis 2013, on termine avec une offre disponible, 3600 lots environ, à l'échelle de la métropole, encore une fois, supérieure au volume de vente. Tu as dit 3300, quelque chose. 3300 en 2021. Et ça, c'est assez nouveau par rapport à ce qu'on avait pu connaître ces dernières années. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus produire de logements dans la métropole de Lyon, hein, surtout pas. Par contre, ça pose question, je pense, sur un certain nombre de programmes, sur peut-être des positionnements de prix, peut-être un peu élevés à certains endroits. Il y a plein de choses, plein d'éléments dont on pourrait parler. On reviendra aussi sur les perspectives 2022, peut-être un peu sur ces sujets-là. Mais en tout cas, ça, pour moi, c'est une nouveauté importante. Hein. C'est ce ralentissement, je fais des bêtises au passage, hop. C'est ce ralentissement du rythme des ventes dans la métropole de Lyon. Voilà. Et puis peut-être juste une précision par rapport à ce que tu viens de dire. Tu parlais de 4% en termes d'augmentation du prix au niveau de la métropole. Sur le secteur central, c'est plus 6% en 2021. On se rapproche quand même de la barre des 6 000 € du mètre carré en neuf hors parking. Ce qu'on peut dire sur les autres marchés, l'élément qui nous saute aux yeux, c'est le marché de Clermont-Auvergne Métropole qui a explosé, on va dire, cette année. Hein. On est sur des mises en vente qui ont fortement progressé à plus de 1200 logements mis en vente. On a eu une bonne réactivité aussi des ventes, plus de 1100 ventes enregistrées cette année. C'est des volumes qu'on n'avait jamais observés ces dernières années, hein. C'est assez historique. Donc voilà, c'est vraiment ce secteur-là qui a apporté l'essentiel de l'activité, enfin en tout cas une grosse partie de l'activité des opérateurs sur 2021. Sur les autres marchés, on est plutôt sur une tendance au final baissière au niveau des mises en vente sur 2021. Par contre, la plupart des marchés ont quand même bien réagi par rapport à l'alimentation du marché. L'essentiel des marchés ont quand même connu une augmentation de leurs ventes sur 2021. Peut-être deux exceptions, enfin juste peut-être parler quand même du marché de Villefranche aussi, qui est un marché qui a fortement progressé cette année, qui a atteint des volumes de vente supérieurs à 400 ventes cette année, ce qui me semble n'avait jamais été observé sur le territoire. Oui, puisque tu en parles, Villefranche, et alors pour aussi refaire la connexion avec mes marchés secondaires, alors même si Clermont, on se dit que maintenant c'est plus un marché secondaire d'une certaine façon à l'échelle de Auvergne-Rhône-Alpes,
c'est vrai que Villefranche a connu une période à plus de 300 ventes, quelque chose comme ça, de mémoire, jusqu'à la crise de 2008. Où ça s'est vraiment, pardonnez-moi l'expression, cassé la figure. Et c'est vrai qu'on était autour de 150 ventes depuis. Et là, depuis 4-5 ans, on a vraiment une dynamique très forte. Et comme tu le disais, on est autour de 400 ventes cette année. On a un certain nombre d'autres territoires comme ça qui ont connu du dynamisme. Je prendrais Vienne, Condrieu et Valence-Roman. C'est vrai que de la même façon, on a senti de l'intérêt renouvelé pour ces territoires-là. Encore une fois, il ne date pas tout à fait de la crise sanitaire, ça a certainement été renforcé, mais tu l'évoquais tout à l'heure dans l'introduction, c'était des marchés qui étaient déjà un peu structurés et qui faisaient peut-être autour de 200, 300 ventes. 300, et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a 1, 2, 3 programmes de plus annuellement sur ces territoires-là. Donc, pour nous, ça participe, encore une fois, c'est une illustration de ce phénomène de périphérie qui prennent un petit peu de terrain. Encore une fois, ce n'est pas dans les proportions de ce que pouvaient être, tu l'as rappelé, les chiffres de la métropole lyonnaise, notamment il y a quelques années. Peut-être juste deux exceptions par rapport à ce qu'on vient de dire. La communauté d'agglomération des ports de l'Isère et Vienne sont les 2 territoires aujourd'hui qu'on a mis en avant qui perdent des ventes cette année. Mais c'est surtout par rapport à l'alimentation du marché qui a vraiment été très faible cette année et l'année dernière. Mais on est sur des marchés quand même qui restent demandeurs. On est sur une offre commerciale qui baisse fortement aussi sur ces 2 territoires. Et juste un chiffre sur la CAPI, c'est à peine une centaine de logements disponibles en fin d'année sur 2021. On passe à l'Astronal. On passe à la suite. Sur la partie est de la région, donc on va peut-être partir du sud et remonter vers le nord. Le premier marché qu'on a voulu mettre en avant, c'est Grenoble-Alpes Métropole, qui est un marché qui a éprouvé quand même pas mal de difficultés ces dernières années. Et en 2021, voilà, on a quand même des signaux encourageants, ça va mieux. C'est pas non plus, tout n'est pas exceptionnel, mais quand même les premiers signaux sont quand même positifs sur ce marché-là. Même si on peut mettre en avant les spécificités quand même de ce marché. On est sur une ville-centre qui représente à peu près 25% de l'activité de la métropole, ce qui finalement est assez peu. Quand on compare à d'autres marchés, je parle notamment de Clermont, on est à peu près sur 300 ventes sur la ville-centre, ce qui est assez faible finalement. Donc l'essentiel de l'activité est aujourd'hui porté par la périphérie, mais on est sur des signaux positifs avec des ventes qui progressent, des mises en vente aussi, et une offre commerciale qui diminue sur ce territoire. Donc Grenoble va mieux, c'est quand même un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux, ouais. C'est en tout cas, voilà. C'est vrai qu'il y a 6 mois, j'aurais pas... On n'aurait pas misé... Bon, tant mieux, c'est pas du tout une critique en soi de Grenoble, c'est plutôt positif. En périphérie de Grenoble, donc on a la CA du Pays Voironnais et la communauté de communes du Grésivaudan, avec une activité finalement plus forte cette année sur le Pays Voironnais. On se rapproche des 400 mises en vente sur ce territoire-là, avec une bonne réactivité, peut-être juste une petite vigilance sur le stock qui progresse cette année. Après, voilà, on n'est pas sur un marché non plus saturé au regard des capacités d'absorption qu'on a pu observer sur le territoire. Mais voilà, c'est juste une petite vigilance sur le stock, sur la communauté d'agglomération du Pays Voironnais. Le Grésivaudan, avec toujours cette dichotomie est-ouest qu'il peut y avoir entre les communes qui sont à l'ouest, avec des niveaux de prix assez élevés, et la partie est du territoire. Là aussi, c'est un marché qui a plutôt bien réagi sur 2021. Si on remonte encore, on a le marché chambérien. Là, on est sur un marché assez stable finalement depuis quelques années. C'est un marché qui est aussi entre 600 et 700 ventes chaque année. Donc, voilà, pas d'inquiétude majeure en tout cas sur le marché chambérien cette année. Et puis on a 2 autres marchés qui sont l'ACA du Grand Annecy et l'ACA du Grand Lac, où là vraiment on a des indicateurs quand même assez inquiétants, entre guillemets. On est sur des mises en vente qui continuent de dégringoler cette année, qui étaient déjà très faibles l'année dernière. On est sur des marchés quand même très demandeurs, très soutenus. Donc mécaniquement, l'offre dégringole complètement. C'est moins 41% je crois sur Annecy et moins 37% sur le Grand Lac ou inverse. Mais voilà, on est sur des volumes vraiment qui s'effondrent. Tu en as parlé tout à l'heure sur les difficultés qu'on pouvait avoir pour renouveler l'offre.
Il n'y a pas justement, il n'y a pas de grands projets d'aménagement à attendre sur ces secteurs-là, avec des stratégies un peu de... Il y en a quelques-uns, mais l'essentiel de l'activité reste quand même porté par le segment du diffus. D'accord. Bon, des tensions encore à venir. Des tensions à venir. Voilà. Et puis le franco-genevois. Le franco-genevois, Yann t'en a parlé un petit peu tout à l'heure. On est sur un volume qui a vraiment progressé cette année, c'est plus 47%, 3300 ventes cette année sur le franco-genevois. Mais on va faire un petit focus, peut-être dans un slide suivant, qui explique un petit peu comment est structuré le franco-genevois et ce qu'on a voulu mettre en avant. Donc vous avez ici, on a séparé l'activité du franco-genevois en 3 grands blocs finalement. On a l'activité ce qu'on appelle le genevois français, hein, qui représente l'essentiel des ventes. Aujourd'hui, c'est plus de 2200 ventes. Alors on n'est pas rentré dans le détail sur ce qui se passe sur Annemasse, Pays de Gex, le Genevois, le Chablais. Ça, on pourra peut-être y venir après, peut-être après le webinaire, mais ça nous semblait important de mettre en perspective les volumes de cette manière-là. Donc le Genevois français d'un côté, et ce qu'on a appelé ensuite le reste du Chablais, qui comprend Évian notamment, et puis tout ce qui se passe notamment sur la montagne. Donc on a voulu mettre en avant les différences qu'il pouvait y avoir entre ce qui se passe en plaine et ce qui se passe en montagne, avec également les différences qu'on pouvait observer en termes de prix pratiqués, puisque sur la montagne, on se rapproche des 8 000 € du mètre carré sur certains secteurs. Juste une précision ici, on parle de logement ordinaire, on ne prend pas en compte tout ce qui est résidence de tourisme dans les volumes qui sont présentés ici. Oui, c'est vrai que souvent on a cette remarque-là hein, Oui. sur les prix moyens, c'était aussi ça l'enjeu, c'était de moins, hein, juste pour enfoncer le clou sur le sujet, de moins présenter un ensemble ou un EPCI avec des volumes et des prix, alors qu'on sait très bien qu'il y a cette grosse différence que tu viens de souligner entre vallée et station, quoi. C'est ça. C'est à peu près 500 ventes le reste du Chablais, c'est pareil sur la vallée de l'Arve, avec des volumes qui ont augmenté aussi bien en plaine que en montagne. C'est important pour la transition qu'on va faire peut-être par rapport à l'évolution, quand même une évolution majeure qu'il y a pu avoir sur le territoire, c'est sur l'évolution récente du zonage ABC pour plusieurs communes. Donc on a mis en avant ici sur cette cartographie-là, vous avez en rouge toutes les communes qui sont en zone A aujourd'hui, en bleu c'est le B1. Et on a fait ressortir en fait certaines communes qui ont changé de zonage là très récemment au mois de février. Ça représente à peu près 46 communes. Et quand on regarde de manière cartographique, on voit vraiment 3 blocs qui se dessinent. On a un premier bloc au nord sur les communes qui sont directement sous influence de Genève, finalement. On a un deuxième bloc en dessous qui est sur les communes qui sont directement sous influence d'Annecy. Et en fait, un gros dernier bloc qui comprend notamment toutes les stations de montagne, les villages reliés à la montagne, où là on a beaucoup de communes qui ont changé de zonage cette année, soit des communes qui étaient en C qui sont passées en B1, soit des communes qui étaient en B2 qui sont passées en B1, voire en A sur certaines communes. Donc ça c'est important cette cartographie-là, parce que ça va forcément avoir un impact sur les dynamiques au niveau du marché immobilier, des opportunités de développement, que ce soit pour l'investissement locatif, dès lors que les rentabilités escomptées sont intéressantes, et aussi certainement sur l'accession abordable, ça peut avoir aussi des impacts sur ce segment de marché. Alors peut-être une question de remarque. Ma première question, c'est, on est d'accord, c'est, je sais pas comment le dire, mais c'est actif dès à présent. Oui, ça. C'est actif. Et la remarque après, effectivement, pour aller dans le sens sur l'accession abordable, comment on sait que les plafonds, alors notamment les plafonds de revenus pour tout ce qui est bail réel solidaire, par exemple, on sait qu'il y a des gros enjeux de production de baux réels solidaires dans le secteur, en tout cas de sortir des logements qui correspondent à cette catégorie de produits. Il y a plusieurs OFS qui portent une politique active sur le sujet, hein, et on sait à quel point le gouvernement et toutes les politiques publiques vont dans ce sens. Ce changement de zonage, je pense, je voulais insister sur le fait qu'il a des effets effectivement sur les plafonds de revenus, hein, parce que ça permet de les rehausser, et sur les plafonds de prix aussi pratiqués dans des secteurs où on avait des gros écarts. Hein. Je pense d'ailleurs c'est pour ça que ce zonage intervient évidemment, enfin ce changement de zonage, hein, il correspond à une forme de réalité des marchés, et donc
effectivement, potentiellement, en particulier, je pense, pour le BRS, ça peut donner de l'air et permettre de sortir des opérations un peu plus facilement. Non seulement parce que, je le disais, sur les plafonds de revenus, on écrase moins la demande, d'une certaine façon. Hein, ça permet de gagner en profondeur de marché. Et puis, sur les prix de sortie, on va pouvoir sortir des prix un tout petit peu plus élevés, peut-être sur certains secteurs. Oui. En tout cas, être plus à l'aise. Et même si, de toute façon, c'est l'OFS qui fait son affaire du foncier, on sait les péréquations qui peuvent exister dans les opérations immobilières. Donc, ça permet, on va revenir sur les coûts de construction, mais en tout cas, ça permet de mieux équilibrer, je pense. Donc, et un peu plus cohérent aussi par rapport à des valeurs qui sont élevées, enfin, quand je parle de la montagne, y compris aussi sur le marché de l'ancien. Très bien. On en arrive à la fin de cette deuxième partie. Donc une petite synthèse sur les principaux éléments qu'on a voulu mettre en avant. Donc le premier point, c'est malgré la reprise, donc on est sur une offre commerciale qui s'assèche au final à l'échelle de la région, avec des spécificités aussi en fonction des territoires, mais globalement une offre commerciale qui diminue. La métropole de Lyon, entre sous-offre et ralentissement du rythme des ventes, tu l'as évoqué Yann tout à l'heure. Et puis quelques marchés dynamiques, notamment à l'image de Clermont, Auvergne Métropole ou de Villefranche-sur-Saône, qui ont quand même porté une partie de l'activité cette année. Et un marché particulièrement tendu, donc de Genève à Grenoble, qui va mieux, point d'interrogation. On le verra dans les mois à venir. Sujet de discussion encore. Hein. Effectivement. Et l'évolution du zonage, on vient d'en parler, donc qui pour nous va constituer aussi de nouvelles opportunités. Donc on en vient à notre deuxième temps d'échange. Je vais regarder si certaines questions... Je crois que j'en ai repéré une, parce que je suis loin, alors je ne vois pas forcément bien sur les questions. Vous l'avez compris, c'est Fabrice qui est le modérateur des questions. Mais j'ai vu une question sur les volumes de neufs, de permis de construire. Est-ce que les 471 000 comprennent la maison individuelle? La réponse est oui. Ça, celle-là, elle est simple. Donc, je peux y répondre en direct. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Si, il y en a d'autres. Muriel Durand, comme vous en parlez, pourriez-vous donner quelques éléments sur l'état des lieux du BRS en région? Quelle évolution de cette activité à venir? Alors, c'est pareil, j'ai parlé du BRS, c'est encore moi, sur le BRS, il y a plusieurs choses. Quelques éléments quantitatifs. Aujourd'hui, on a un peu plus de 80 OFS agréés à l'échelle nationale. J'ai bien compris que la question portait sur la région, je vais y venir. On en a 18 en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, alors il me semble qu'il y en a encore dans les cartons. Hein, donc, on a connu une forte progression du nombre d'OFS, ça c'est clair. Il se trouve que chez Adéquation, on suit la promotion, mais on suit aussi la production de baux réels solidaires. Hein, on a un observatoire dédié à ça. Et donc, on sait qu'on a environ un peu plus de 300 lots, un peu plus de 300 logements, 330 logements qui ont été mis en vente en BRS cette année, en 2021. Pour un peu plus de 1000, hein, j'ai plus tout à fait le chiffre en tête, un peu plus de 3000. J'avais noté environ 10% du national. Donc ça donne quand même le poids que peut représenter Aura à un moment. Hein, c'est quand même on est plus représentatif en termes de nombre d'OFS que de volume de mise en service, mais ça va progresser certainement. Hein, c'est quand même quelque chose à avoir en tête. Il y a beaucoup de projets dans les cartons. Et alors, juste une info, on est dans des prix autour de 2800 à 3000 euros mètre carré, prix de vente, parking inclus TTC, pour être précis, et à des redevances ménages. Je pense que c'est important à avoir en tête quand on réfléchit sur ces sujets-là. On a des redevances ménages en général entre 1 et 1,50 € dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça, c'est pour quelques éléments de cadrage statistique, mais... Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que pour l'instant, on a plutôt eu des petits programmes qui ont été mis en vente. Alors, au sein d'un programme plus vaste en général, hein, mais ça faisait peut-être de 5 à 15 logements maximum. Donc, avec des commercialisations qui se sont très bien passées, plutôt dans des secteurs tendus. Donc, j'irais si je devais le dire comme ça, peut-être la vocation première de l'OFS du BRS, hein, tel qu'il a été imaginé au tout début, même si maintenant... même si aujourd'hui en réalité on pourrait l'utiliser de façon beaucoup plus diversifiée, mais en tout cas c'était plutôt ce type de programme qui sont très bien commercialisés. Demain on va voir sortir des opérations
beaucoup plus substantielle en termes de nombre de logements, c'est-à-dire 30, 40, 50 logements dans des grandes opérations, dans des ZAC, etc. Hein, donc c'est ça qui nous attend vraisemblablement en 2022, pardon, j'ai un train de retard, et 2023. Et donc ça, bon, en zone A, on ne se fait pas trop de soucis sur la commercialisation. Quoique il ne faut pas faire n'importe quoi évidemment. Il faut falloir bien calibrer les produits, certainement en B1, voire demain en B2. Hein, et ça, c'est l'autre enjeu qui va venir sur le BRS demain. C'est dans quelle mesure on est capable de sortir des opérations dans d'autres secteurs, dans des secteurs qui sont moins tendus. Comment est-ce que ça peut contribuer, par exemple, à du renouvellement de l'offre et du renouvellement urbain. Et puis, évidemment, on a le sujet que connaissent bien les bailleurs aujourd'hui, qui est celui de la vente HLM en BRS, hein, qui est en train de se structurer aujourd'hui. Quand tu parles de 2800 € du mètre carré, c'est en zone B1, c'est en... Alors, je dirais là, c'est tout confondu. Hein, c'est une bonne question, mais je dirais c'est tout confondu. C'est une moyenne, donc il faut faire attention. Hein, effectivement, on n'a pas les mêmes plafonds. Mais il faut voir qu'en zone A, on pourrait pratiquement aller aujourd'hui avec les plafonds, si je parle en mètre carré CHAD, hein, parce que vous savez que les plafonds sont mis en surface utile, mais si je parle en mètre carré CHAD, on va pratiquement pouvoir aller jusqu'à 4000 € le mètre carré. Il faut avoir en tête. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille le faire et ça ne veut pas dire que ce soit automatique, hein, encore une fois. Mais pour dire, voilà, c'est plutôt du A et du B1. Je n'ai pas connaissance d'opérations en B2. Alors peut-être que certaines m'ont échappé. Voilà. Est-ce qu'on a le temps pour une autre ou est-ce qu'il y a... Non, il y a... Peut-être avancer, on reviendra puisqu'il y a un troisième temps d'échange à la fin du webinaire. Ça fait déjà 40 minutes. On va passer à la troisième partie. Oui, donc c'est à moi. C'est sur les perspectives 2022 en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a essayé d'organiser ça, je dirais, en structurant, je dirais, 3 catégories d'éléments, de grands facteurs. Qui vont influencer les marchés cette année. Premièrement, des aspects positifs, on reviendra après sur des éléments qui sont plutôt des éléments de frein, au moins temporaires, et puis sur des grandes incertitudes. Le premier, alors on les a appelés les fondamentaux. Alors, vous savez que les fondamentaux, ils changent d'une année sur l'autre des fois, alors on ne sait plus trop s'ils sont fondamentaux ou pas. Mais en tout cas, au-delà de la plaisanterie, les fondamentaux, ce qui porte en tout cas le marché, on peut se dire que ça reste en Auvergne-Rhône-Alpes la demande. Hein, on garde une forte attractivité. Alors quand on est sur des secteurs comme Franco-Genevois, évidemment, on a des sols migratoires qui restent très très forts. Donc on sait qu'on a cette forte demande qui est là. C'est du quantitatif, mais c'est aussi, je ne sais pas comment l'appeler, du psychologique, du social. Hein. On sait qu'il y a toujours cette trajectoire résidentielle qui pousse vers l'accession les ménages et qui les pousse d'autant plus, vous le savez, avec ces questions de perspectives de retraite, etc. Hein. Donc on sécurise la retraite. Donc ça reste, ça ne devrait pas se tarir là. Les taux d'intérêt, alors on pourrait y revenir très rapidement, mais il n'y a pas de raison de les voir exploser dans l'immédiat. Hein. Je ne maîtrise pas tout sur le sujet, mais en tout cas, je ne maîtrise pas l'avenir, ce qui va se passer là dans les quelques mois. Mais normalement, sur les taux d'intérêt, il n'y a pas de raison qu'ils explosent demain, et on sait que ces conditions financières au sens large sont importantes pour solvabiliser les ménages. Les marchés secondaires, on en a parlé, hein, qui devraient rester sur une forme de dynamique. Même si ça suffit certainement pas. Et le changement de zonage, on l'a évoqué. Alors j'ai mis le 74, pardonnez-moi pour les autres, il n'y a pas que la Haute-Savoie, mais on sait que c'est particulièrement là que ces changements de zonage ont eu lieu. Hein. Il y en a ailleurs en France d'ailleurs. Deuxième point, ce qui freine, alors on a mis temporairement parce qu'on est optimiste le marché, hein, et en tout cas les sorties d'opération et les difficultés auxquelles vous pouvez être confrontés. Évidemment, alors les deux premiers, je pense que ça fait l'objet en ce moment d'énormément de discussions, on ne pouvait pas les citer. Le coût des matières premières, évidemment, et la réglementation environnementale 2020. Chacun y va de son pronostic. Sur l'ARE 2020, quand on fait nos sondages, on est entre 5 et 20%. Ouais. Un bon consultant va dire entre 10 et 15%, j'ai l'habitude de le dire. Voilà, bon, la réalité, pour être un peu plus sérieux, c'est que c'est un gros facteur d'incertitude aujourd'hui. On espère pouvoir dépasser le sujet et que effectivement, y compris les entreprises, puissent être en capacité
de sortir de la RE 2020, de construire des bâtiments qui correspondent sans trop de surcoût, mais voilà, c'est une vraie inquiétude. Et le troisième point, c'est pareil, je l'ai mis temporairement, des politiques foncières en mutation. Alors, vous allez me dire, c'est pas tout à fait nouveau, hein, notamment en lien avec la SRU qui date quand même de 2000. Mais là, le ZAN est quand même un facteur vraiment de renouvellement de la façon dont on va construire les documents d'urbanisme. Et du coup, un renforcement vraisemblablement très fort de tout ce qui va être de l'ordre du renouvellement urbain. Et donc ça implique pour les collectivités, évidemment, d'aller aussi sortir un certain nombre de fonciers pour je dirais, alimenter une partie du marché. Alors il n'y a pas que les acquisitions foncières pour une collectivité, il y a aussi des leviers fiscaux, il y a aussi le levier de la réglementation, tout bêtement, je parlais des PLU. Mais bon, voilà, ça c'est un enjeu important et on espère qu'à terme, ça va permettre de renouveler un peu cette offre. Et puis le dernier élément, des incertitudes macro qui persistent évidemment. Alors, l'impact du Pinel Plus et l'après-Pinel. Alors le Pinel Plus, vous savez, alors je vais le citer, je me le suis noté. Le décret, vous savez qu'il y a le décret, je ne le retrouve plus, on pourra vous le renvoyer. La date c'est le 17 mars, décret du 17 mars 2022, qui précise les conditions du Pinel Plus pour avoir le taux plein 2023-2024. Donc, en gros, c'est les questions de surface qui étaient évoquées dans le rapport Girometti-Leclerc, c'est les questions d'usage, de double orientation à partir surface du T3, extérieure. Voilà, surface extérieure, merci, et puis des questions de réglementation environnementale aussi à respecter. Les pratiques bancaires, alors, c'est pas que les conditions financières dans le sens où c'est pas que les taux d'intérêt dans le sens où je l'ai évoqué précédemment, c'est aussi véritablement les pratiques à qui je délivre du crédit et sous quelles conditions. On sait qu'il y a eu une restriction, que les recommandations du HCSF sont devenues obligatoires. Mais au-delà de ça, on recommence à entendre des discours sur le changement de pratique, c'est-à-dire moins regarder les revenus, davantage regarder la valeur hypothécaire du logement pour asseoir la caution, la garantie du logement, de l'acquisition. Donc, les pratiques, il faut l'avoir en tête, les pratiques bancaires, c'est quand même une des conditions de possibilité, d'une certaine façon, de cet investissement des ménages. On achète rarement cash une maison. Donc ça, c'est quand même quelque chose, et on sent qu'il y a quand même beaucoup de discussions sur le sujet. Et le dernier point, évidemment, que je ne vais pas me risquer, je vous le dis tout de suite, à commenter ici, c'est le contexte géopolitique, et on sait que ça, là, après, à l'impossible nul n'est tenu, c'est-à-dire faire de la prospective dans ce cadre-là, c'est quand même pas évident. Donc je le mets, je ne sais pas comment dire, un tout petit peu de côté, mais c'est vrai que potentiellement ça peut avoir des conséquences dramatiques. Tout ça, si je voulais avoir 3 éléments qui me paraissent importants à retenir, et si je veux, je ne sais pas comment le dire, prédire quelque chose, c'est toujours un peu ambitieux, forcément, pour 2022. Une hausse des prix à moyen terme, à court à moyen terme, je pense que ça, on ne va pas y échapper. Je sais bien qu'il y a un certain nombre d'éléments, mais je veux dire, qui pourraient plaider contre. Mais aujourd'hui, on voit mal, malgré tout. En tout cas, ma conviction, c'est que ces prix vont continuer à monter. La prise de relais de nouveaux produits, c'est pareil. Ça, c'est quelque chose qui est structurant, qu'on voit arriver. Il y a des nouveaux produits, notamment dans des secteurs métropolitains, mais pas que. Tous les co dont on entend parler régulièrement, co-living, co-working, etc., etc. Évidemment. Et puis, on les a cités ici, mais on en a déjà parlé. Ce que je voulais terminer par citer, c'est des modèles économiques qui évoluent. C'est vrai que le fait d'aller intervenir dans des marchés secondaires avec des prix sortis moins élevés, une compétition un peu différente, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais un peu différente sur les fonciers, des produits différents, davantage de ventes en bloc, etc., ça implique un changement sur les modèles économiques. Et ça, je pense que ça va s'accélérer. Dans les mois qui vont venir. Oui, il y a aussi le fameux sujet, ça me vient à l'esprit là d'un seul coup, on voit que dans certains concours, maintenant, dans plus en plus de concours, on demande aux opérateurs de travailler, par exemple, sur tout ce qui est service, usage, et de travailler les modèles économiques de ces services, c'est-à-dire participer à la copropriété demain, comment est-ce qu'on s'assure que les habitants s'approprient les lieux, etc. Et donc, une vraie question sur les modèles économiques de ces opérations, et sur lesquelles on demande aux opérateurs de plancher dans le cadre des concours, notamment en ZAC. Donc ça, c'est un enjeu, et c'est une évolution qui me semble centrale pour tout le monde dans les mois qui vont venir. Voilà. Très bien. Ça fait beaucoup de Ça choses fait pas mal d'informations, effectivement.
On a un dernier temps d'échange qu'on avait prévu dans le cadre de ce webinaire ce matin. Et il nous reste 10 minutes, Une donc bonne dizaine de finalement, minutes. on C'est est allé parfait. assez vite, donc c'est très bien. On a le temps pour prendre un certain nombre de questions. J'ai une question sur la tendance de l'ancien. Quelle tendance de l'ancien? Les prix, les volumes. Est-ce qu'on est sur une tendance comparable par rapport au neuf? C'est encore moi qui m'y colle, c'est ça, parce que tu me regardes? Bah, moi, je modère la question. D'accord. C'est toi. Non, je plaisante. Ok, chacun son truc. D'accord. L'ancien, alors c'est vrai que oui, c'est vrai que l'ancien a connu une forte dynamique. Bon, j'ai enfoncé une porte ouverte d'abord parce que je pense qu'il y a eu suffisamment de- d'articles, enfin c'est un marronnier hein, pour un certain nombre de magazines de nous parler. C'est toujours très intéressant, on est les premiers à les lire, hein, donc c'est pas qu'une critique facile. De parler des prix de l'ancien, on a toujours les catalogues, tu sais, le supplément, voilà, le supplément de l'été sur les prix immobiliers en Auvergne-Rhône-Alpes, etc., qu'on scrute attentivement. Et donc, je pense que tout le monde est à peu près au courant que le marché de l'ancien a connu des volumes Oui. en hausse forte. Hein. Je vous rappelle que l'an dernier, on fait 1 200 000 transactions, il me semble, quelque chose comme ça au niveau national. Hein. Alors j'aime bien les rapporter aux même 471 000 logements autorisés. Mm. Et alors si on descend sur les mises en chantier, 380 000, et si on regarde le collectif, on est encore en dessous. Donc tout ça pour dire que l'ancien, effectivement, c'est des volumes importants. Donc je pense que effectivement là où je crois que la question effectivement est pertinente, c'est qu'elle permet de remettre en perspective. Hein. On n'a pas un marché du neuf qui est complètement isolé, on a un ensemble de marchés immobiliers qui sont plus ou moins interconnectés. Donc 1 200 000 transactions. Sur les prix, c'est en hausse aussi, et c'est en hausse plus rapide que dans le neuf. Hein. On est de l'ordre de 6 à 7% l'an dernier de mémoire. C'est le cas en Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut l'avoir en tête, hein, puisqu'on parle d'Auvergne-Rhône-Alpes. De la même façon, les prix sont orientés à la hausse, de la même façon, peut-être autour de 7 à 8% de mémoire en Auvergne-Rhône-Alpes. Et ce qui est intéressant là-dedans aussi, pour recouper avec mon sujet fil rouge, qui est celui de mes marchés secondaires, c'est que c'est la maison qui prend les augmentations les plus fortes. Hein. Souvent, on a un écart de 3 à 4 points entre l'évolution des prix des appartements et l'évolution des prix des maisons. Ce qui semble indiquer de la même façon des phénomènes plutôt d'attractivité de secteurs de moins forte densité que les cœurs urbains, puisque par définition, un cœur urbain, le nombre de maisons est quand même un peu plus limité. Est-ce que c'est l'effet Covid aussi qui peut expliquer ça, hein, en Alors, partie en tout cas? Ouais, je pense qu'il y avait des... C'est pareil, hein, il faut encore un peu de temps pour analyser ça en profondeur. Je pense qu'il y avait des phénomènes qui étaient déjà un peu là. On l'évoquait encore une fois dès 2018-2019, mais y compris, hein, nous, en temps adéquation, la partie études, conseils, on voyait bien un certain nombre de demandes, d'études, de réflexions sur des marchés dits secondaires, parce que non seulement les opérateurs cherchaient des marges de manœuvre, mais parce qu'il y avait peut-être aussi déjà des effets un peu de saturation dans certaines métropoles, qui restent très attractives. Enfin, encore une fois, je veux pas paraître à rebours, là, commencer à dire que les métropoles se vident, c'est absolument pas le cas. Par contre, on sait qu'on a des secteurs qui autrefois étaient un peu moins attractifs, qui le sont. Et je voudrais dire un dernier truc, c'est que c'est pas synonyme forcément d'étalement urbain. Hein, l'étalement urbain, c'est une perte de densité. Ça n'a rien à voir avec le fait de sortir de la métropole. On peut sortir de la métropole et aller dans un bourg et faire de la densité, entre guillemets, dans un bourg, en collectif ou même en maison individuelle dense. C'est pas forcément synonyme d'étalement urbain en tant que tel. Hein, donc il faut séparer pour moi les deux phénomènes. J'en profite pour le dire. Merci. Peut-être une dernière question. Tu l'as évoqué déjà tout à l'heure, mais on peut peut-être en reparler. Les taux d'intérêt vont-ils remonter? Quel impact ça peut avoir sur les prix? Alors, ouais. Enfin, alors c'est vrai qu'on vaste. on en a déjà parlé. Non, mais On l'a évoqué. Vraiment, ouais. Alors je suis pas spécialiste en économie financière ou en macroéconomie. Je le dis tout de suite. Par contre, ce que je peux en dire, c'est que on l'a évoqué. S'il y a un phénomène qui a effectivement fortement solvabilisé les ménages au cours de la hausse des années 2000, c'est quand même les conditions financières. Hein. Ça, c'est à peu près tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Vous savez qu'il y a beaucoup de controverses sur les déterminants des marchés immobiliers, de leur évolution. Ça, on est à peu près sûr. Et notamment, les taux d'intérêt ont un impact, en tout cas les taux d'intérêt réels.
hein, c'est-à-dire taux d'intérêt nominaux plus inflation. En tout cas, ils ont un impact sur les prix. Donc demain, s'ils explosent, on imagine qu'à minima, ça désolvabilise toute une partie du marché. Donc ça risque d'avoir des effets sur les prix. Maintenant, c'est toujours pareil, en la matière, il faudrait arriver à séparer ce qui est de l'ordre d'une conjoncture sur cette année, et de se dire, encore une fois, j'évoquais la situation géopolitique, on nous parle du retour de l'inflation, etc. Et ce qui sont des tendances longues. Ce qu'on sait en tendance longue, pour ajouter, parce que j'ai déjà parlé du sujet, pour ajouter peut-être un élément, c'est que la tendance séculaire, donc sur plusieurs siècles, alors ça paraît un peu bizarre de le dire comme ça, mais quand on regarde un petit peu ce que nous racontent les économistes, la tendance séculaire, elle est à la baisse des taux d'intérêt. Et ça fait dire à un certain nombre d'économistes qu'on est passé, vous savez, dans les années 2000, on est passé à un régime de prix haut par rapport à ce qu'on avait pu connaître entre 1945, grosso modo, et 95-97. Et donc, les prix devraient rester, grosso modo, dans ce secteur haut, dans ces niveaux élevés, dans les années qui viennent, structurellement. Encore une fois, pour 2022, là, peut y avoir des effets... voilà. Mais en tout cas, c'est des éléments que je peux mettre au débat sans être complètement affirmatif, vous m'excuserez sur le sujet. Merci Yann. Peut-être... Non, il n'y a pas d'autres questions. Alors, elles sont trop compliquées à répondre là, comme ça. Des informations relatives à une modification des plafonds LLS. Alors, là, non comme ça. Franchement, là, c'est une colle. Il va falloir qu'on regarde ce sujet-là. J'ai pas vu ces éléments-là, je note donc. Quelques exemples de villes hors métropole qui ont vu leur part de marché augmenter. Hors de marché, alors moi j'ai en tête, on en a déjà évoqué, c'est Valence Roman et Villefranche aussi. Et Villefranche. Écoutez, je vous ferai une réponse probablement plus détaillée. On note, faut regarder dans le détail, votre nom et je vous enverrai un mail, c'est promis, en vous reprécisant, quoi. Hein, parce que ce qui n'est pas évident en fait en la matière, c'est vraiment de repérer. Parce que en fait, ce que je veux dire, c'est que sur les petits marchés, hein, c'est pour ça qu'on a essayé quand même de vous présenter les agglos où on avait minimum 150, 200 ventes. Sur les petits marchés, vous le savez très bien, c'est très erratique. Et donc, c'est difficile de dire si c'est un effet très conjoncturel. Il y a une opération qui est sortie et d'un seul coup, on a l'impression qu'il y a un boom. Ou en tout cas, on est passé de 1 à 2 opérations. Ou est-ce qu'on est dans une tendance vraiment structurelle, quoi. Donc ça se regarde, on le regarde, hein, on continue à le regarder chez Adéquation, et ça, c'est des travaux qui sont en cours cette année, d'ailleurs, je peux vous le dire. On va certainement avoir des publications. On a un atelier consacré au sujet le 30 mai au pavillon de l'Arsenal, lors de notre événement national le 30 mai. Voilà, j'ai presque envie de vous dire, parce que la question me semble très pertinente, on a aussi, et c'est pas seulement pour teaser et faire de la pub, mais on aura notre conférence marché, cette fois-ci en présentiel, j'espère qu'on pourra se voir début septembre. Et ce sera certainement aussi l'occasion de revenir sur le sujet. Donc en tout cas, je le note et je pense qu'encore une fois, on n'a pas fini d'en parler de ce sujet d'expansion des marchés. On peut peut-être conclure 57 Yann minutes 30 secondes à ma montre. Et comme on a commencé avec 3 minutes de retard, je pense qu'il doit être à peu près l'heure. On vous remercie. Donc le lien, Yann là, en a parlé tout à l'heure, vous sera envoyé directement sur vos boîtes mail. Écoutez, merci d'avoir pris du temps pour être présent à ce webinaire et on vous souhaite une très bonne journée. Merci également, hein, je me joins à Fabrice et à très bientôt, et surtout n'hésitez vraiment pas, hein, c'est pas, hop, je vous remets les coordonnées, toc, j'ai oublié de les mettre. N'hésitez vraiment pas, que ce soit par SMS ou par mail, vous pouvez m'appeler, ou vous pouvez appeler Fabrice, mais des fois c'est plus simple. Pour certaines questions, il y en a déjà un qui appelle, hein, je vois. Désolé. Et bon, je sais plus où j'en étais, mais en tout cas, n'hésitez surtout pas, c'est pas juste une pirouette. Voilà. Merci. À bientôt.